peut-être commencer, il est 10h05, pour qu'on puisse avoir une petite heure devant nous. Donc bienvenue à tous, on est ravis aujourd'hui de vous présenter ce webinaire dédié donc aux collectivités autopartage pour les agents. Donc je suis moi-même Laura Didlot, je travaille pour la société Mobility Tech Green et je suis aujourd'hui avec Guillaume Leclerc. Bonjour Guillaume Leclerc, donc moi je suis consultant en mobilité durable au sein du cabinet AJBD. Voilà, et du coup l'enjeu d'aujourd'hui, c'est vous présenter à la fois nous ce que nous proposons en termes de solutions d'autopartage, en quoi ça peut s'appliquer aux problématiques concrètes d'une collectivité aujourd'hui, et aussi ce qu'on peut proposer en termes d'accompagnement, de conseils, que ça soit nous au sein de Mobility Tech Green ou au sein du cabinet AJBD. Donc Guillaume vous en parlera un peu plus tard. Et donc on va vous présenter le petit déroulé du jour. Donc on va commencer par quelque chose d'assez classique, c'est-à-dire une présentation un peu de nos entreprises respectives. On va passer là-dessus assez rapidement, c'est juste pour vous remettre un peu dans le contexte. Après, on présentera l'autopartage pour les collectivités d'un point de vue plus global, donc tout ce qui est contexte réglementaire, des choses que vous savez déjà, je pense, mais les problématiques rencontrées, les attentes, là, ça sera plus l'occasion de discuter avec vous aussi sur vos problématiques rencontrées et vos attentes particulières. Et enfin, les outils d'accompagnement qu'on propose. Donc là aussi, c'est plus en amont d'un projet de mobilité. Qu'est-ce qu'on peut proposer aux collectivités, que ça soit chez nous, Mobility Tech Green ou AJBD, afin de les mener vers une solution la plus adaptée possible à leurs problématiques métiers concrètes. Et enfin, la seconde partie, là, on rentrera plus dans l'opérationnel, avec nous, notre solution d'autopartage, les éléments mis à disposition. On extrapolera un petit peu plus sur les usages aussi, avec un parcours utilisateur et les bénéfices pour les agents. Les différents modes d'autopartage, donc là, c'est plus pour vous présenter le panel d'usages possibles de ce service, qui n'est pas restreint, par exemple, à un modèle en boucle que l'on connaît plus habituellement. Et enfin, on finira par un cas pratique qui est la ville de Saint-Nazaire, que nous avons accompagné, nous, chez Mobility Tech Green, pour le déploiement de leur service depuis début 2019, mais avec lequel a travaillé le cabinet AJBD aussi en amont. Donc voilà, on aura une vue croisée sur ce projet-là, qui est assez intéressant et assez parlant en termes de problématiques et de résultats aussi. Et enfin, on finira par une petite session de questions-réponses. Donc là aussi, ça sera, vous avez un petit chat sur le côté où vous pouvez intervenir. Vous pouvez aussi poser des questions et on y répondra du mieux possible. Donc vous pouvez bien sûr poser les questions au fil de l'eau durant la session, si une slide vous interpelle, etc. Oui, bien sûr, Dominique, excusez-moi, je viens de voir votre petite question. Il n'y a pas de souci, je vous enverrai ça aussi. Et je vous enverrai le replay, et au moins vous aurez tous les éléments. Et oui, donc vous pourrez poser les questions durant toute la session et à la fin, on fera une petite séquence particulière pour ça, s'il vous reste des éléments de doute ou de questionnement. Donc voilà, n'hésitez pas à intervenir, on est là pour ça. Alors, là, on s'est présenté rapidement tout à l'heure, donc peut-être qu'on va plus présenter notre activité pour que vous puissiez connaître notre expertise derrière et pourquoi on est là aujourd'hui pour vous présenter ce webinaire. Alors, Mobility Tech Green, peut-être que vous nous connaissez déjà, peut-être pas. Dans ce cas, on est un acteur de l'autopartage B2B, donc pour collectivités et entreprises. Aujourd'hui, on travaille majoritairement pour des grands groupes, des PME, des ETI, mais de plus en plus pour des collectivités aussi. Et c'est pour ça que cette session nous intéressait particulièrement. Aujourd'hui, on a plus de 10 ans d'expérience sur le marché de la mobilité professionnelle. Donc, on est une petite entreprise basée à Rennes. Et à la base, on proposait un service d'autopartage B2C, donc pour la ville de Rennes Métropole, qui s'appelait Cityroule à l'époque. Et on a évolué progressivement vers de la mobilité professionnelle. Et aujourd'hui, on a plus de 7000 véhicules intégrés à notre plateforme d'autopartage qui s'appelle eColibri, qu'on présentera un peu plus tout à l'heure en usage. Et comme je disais tout à l'heure, on a 51 références clients, majoritairement des entreprises, dont les 3 plus grosses flottes professionnelles de France, qui sont Orange, La Poste et Enedis. Mais on travaille pour des typologies assez différentes de structures, ce qui nous donne vraiment une vue
de problématiques très différentes auxquelles on s'adapte le mieux possible, bien entendu. Hop. Donc Guillaume, je te laisse peut-être présenter ton cabinet. Oui, et donc AJBD, donc on est un bureau d'études qui a un peu plus d'une dizaine d'années. C'est un bureau d'études qui est issu de la fusion de deux autres cabinets, donc on monte presque plus à 15 ans. Et du coup, on intervient sur trois sujets: la gestion des déchets, le transport de marchandises, de voyageurs plutôt mode lourd, et la mobilité dans tout ce qu'elle peut avoir de durable et de décarboné. Donc on travaille à la fois sur de la gestion de flotte de véhicules, sur l'intégration de véhicules à énergie alternative dans les parcs auto et dans les parcs de poids lourds. Et puis on intervient aussi sur les questions de mobilité active, vélo notamment, et puis tout ce qui est réflexion autour de la mobilité et de son évolution. Donc on a notamment travaillé avec l'ADEME Pays de la Loire pendant plusieurs années sur le sujet de l'autopartage, avec des expérimentations auprès de 8 structures. On vous en parlera un peu après. Voilà, on intervient vraiment sur beaucoup d'aspects différents et sur tous les sujets organisationnels, techniques, économiques, sur la réglementation, sur de la planification, des études prospectives, des enquêtes. Voilà. Donc on accompagne beaucoup de clients, beaucoup de collectivités locales. On travaille beaucoup avec l'ADEME et les institutions nationales, les régions également. Donc sur des problématiques qui sont plus ou moins spécifiques, mais qui traitent toujours, en tout cas en ce qui me concerne, du transport et de la mobilité durable. Super. Du coup, c'est bien, ça fait une introduction pour la slide suivante qui s'intéresse justement un peu au contexte réglementaire. Donc là, c'est pareil, on va juste faire une petite introduction rapide à ce sujet. C'était juste pour emmener la question pourquoi l'autopartage intéresse les collectivités aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un contexte réglementaire particulier qui fait que la réflexion a émergé de manière plus forte ces dernières années? La réponse est oui. Il y a eu bien sûr, les PDU ne sont pas récents, mais il y a eu une accélération avec la loi d'orientation sur les mobilités ces dernières années. Et du coup, il y a vraiment une réflexion autour de l'organisation de la mobilité sur les territoires et ce que disait Guillaume, une réflexion autour de la mobilité durable, la mobilité partagée, comment on peut favoriser des alternatives aux véhicules individuels sur le territoire. Et là, bien sûr, les collectivités et les agglomérations ont un rôle majeur à jouer dans ces initiatives-là, que ça soit au sein du PDU, mais aussi au sein des PDM des entreprises, en encourageant les entreprises sur les territoires à participer à ces initiatives, qui était obligatoire au départ pour les entreprises de plus de 100 personnes sur site. C'est passé à 50 en juin dernier, en 2019. Et c'est obligatoire sous peine, bien entendu, de perdre des subventions de la part de l'ADEME. C'est la seule contrainte, on va dire, et sanction aujourd'hui qui existe. Mais il y a vraiment un enjeu fondamental à créer ce plan de mobilité, que ça soit pour l'environnement de travail des collaborateurs, mais aussi pour la mobilité sur le territoire, parce que les entreprises, au niveau des transports, que ça soit les déplacements professionnels, le déplacement domicile-travail, qui est une autre typologie de déplacement, sur lequel nous, on intervient moins de manière directe à notre solution, mais qui est aussi très importante pour les entreprises et collectivités. Et donc le PDM rentre dans ce cadre-là aussi finalement de promotion de mobilité durable et alternative, et qui pousse les entreprises à se poser de nouvelles questions peut-être. Et le verdissement des flottes. Donc là aussi, ça touche déjà aujourd'hui les collectivités et plus particulièrement aussi les flottes de l'État et des établissements publics qui ont une obligation de verdir de manière assez importante leur flotte lors du renouvellement de celle-ci. Les collectivités, à l'heure d'aujourd'hui, c'est 20%. Au 1er juillet 2021, ça sera 30% de la flotte qui devra être plus verte. Et l'objectif à terme sur la France pour la flotte professionnelle, ça serait de 50% horizon 2030, avec différents paliers, bien entendu, entre. Mais voilà, il y a vraiment une volonté au niveau de l'État de pousser à verdir les flottes et de réduire les émissions d'empreinte carbone, parce que c'est l'enjeu principal, bien entendu. Ça rentre aussi en accord avec les normes WLTP pour les constructeurs automobiles, etc., l'urgence climatique.
Donc voilà, il y a vraiment un croisement entre mobilité durable, mobilité partagée, changement des comportements aussi sur le territoire, en améliorant l'accessibilité, par exemple, aux transports en commun ou aux parcs relais pour les habitants, pour pousser à de nouveaux usages et peut-être à décongestionner aussi les territoires. Je ne sais pas si Guillaume, tu as des éléments. Si je peux rebondir sur tout ça, Oui, effectivement, tu le soulignes bien, c'est une question de croisement des différentes obligations et des différentes grandes politiques qu'on peut avoir au niveau des territoires. Et c'est vrai que le plan de mobilité employeur, je crois qu'on l'appelle comme ça maintenant, ça a pendant très longtemps surtout regardé en fait les déplacements de domicile-travail. On s'est peu intéressé au parc de véhicules qui sont pourtant en fait un des postes de dépenses très importants pour les collectivités et les entreprises en général. Dans certaines activités, c'est même le deuxième poste de dépense derrière les salaires. Et c'est vrai qu'oublier oublier cet aspect, c'est faire l'impasse sur un morceau énorme de la mobilité d'une entreprise ou d'un employeur, parce que les collectivités sont des employeurs également soumis aux obligations de PDM. Et, et c'est là que l'autopartage peut être intéressant, puisqu'en fait, beaucoup de collectivités vont nous dire qu'elles font déjà l'autopartage, dans le sens qu'elles ont déjà des véhicules qui sont partagés entre différents services. Et souvent, ça va être partagé au sein d'un service. Et c'est important, je pense, de revenir sur la définition de l'autopartage, qui est de dire c'est pas uniquement de mettre un véhicule qu'on va partager entre plusieurs personnes. C'est que ce véhicule n'est pas rattaché à un service. C'est un véhicule qui est en pool et surtout l'usage de ce véhicule fait l'objet d'une réservation. Et c'est ça qui change tout. C'est en mettant en place ce système de réservation qu'on va pouvoir organiser l'usage des véhicules. Et ça, c'est un lien très fort avec les obligations de verdissement des flottes, puisqu'en fait, qui dit verdissement des flottes dit investissement, globalement. Il faut investir, il faut renouveler son parc, il faut faire entrer des véhicules électriques, des véhicules au gaz naturel véhicules, voire des véhicules hydrogène pour les plus ambitieux. Et ça veut dire dépenser un peu plus, globalement, que ce qu'on dépenserait pour des véhicules thermiques classiques. Et comment est-ce qu'on fait à budget contraint pour faire entrer ces véhicules? Eh bien, on diminue son parc. On diminue son parc et on fait en sorte que ces nouveaux véhicules roulent beaucoup. Parce qu'un véhicule électrique, il est de plus en plus intéressant s'il roule beaucoup. Et donc, pour réussir à réduire son parc et faire rouler plus ces véhicules, il faut mettre en place des démarches d'optimisation de l'usage. Et ça, là-dessus, l'autopartage, en fait, vient aider à permettre ces politiques de verdissement des flottes. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on observe, enfin, nous, dans nos études, où on travaille sur des plans d'investissement sur 10 ans pour venir justement transformer tous les parcs des collectivités. On intègre vraiment cette dimension autopartage et usage, puisque c'est comme ça qu'on arrive à réduire la taille du parc et donc à modifier sa structure et sa motorisation globale. effectivement, de toute façon, on le verra plus tard avec l'étude de cas de Saint-Nazaire. Leur but précis de la mutualisation de véhicules qui s'est fait progressivement, c'était le croisement de ces deux problématiques, réduction de flotte pour introduire plus de véhicules verts. Donc voilà, il y avait vraiment ces deux problématiques qui rentraient en écho. Et ça rentre aussi en écho avec cette slide suivante. Tu en parlais, Guillaume, c'est la question de faire rouler des véhicules au kilométrage trop faible. Nous, ce qu'on observe majoritairement chez nos prospects et des fois même chez nos clients qui souhaitent élargir le service d'autopartage en ajoutant de nouveaux véhicules, c'est qu'il y a des véhicules qui restent stationnés 95% du temps et qui ne sont pas rentables, en fait, tout simplement en termes d'entretien, en termes d'assurance, en termes des fois de location. Et il y a vraiment une nécessité de trouver un nouvel usage à ces véhicules sous-utilisés, parce qu'au final, ça se transforme en gouffre financier sur le long terme et c'est pas intéressant. Donc il faut trouver un moyen de conjuguer le fait de réduire la flotte, mais de garantir aussi les déplacements des collaborateurs. Parce qu'effectivement, si on supprime tous les véhicules, mais qu'on ne met pas en place des solutions adaptées pour permettre un usage partagé, ça pose problème également. La question de la rentabilisation des véhicules à énergie alternative, tu l'as très bien expliqué aussi, Guillaume, que plus un véhicule électrique roule, par exemple, plus il est rentable. Et il y a aussi là un gros enjeu de sensibilisation des employés. Parce que c'est pas, des fois, c'est la première fois que les salariés ou les agents utilisent un véhicule électrique. Donc là aussi, il y a vraiment un accompagnement qui doit s'effectuer en interne et nous, on peut intervenir là-dessus aussi. Et également tout ce qui est un diagnostic, bien entendu, au niveau des installations des bornes, parce que des fois, c'est pas évident sur des sites éloignés. C'est ce qu'a expliqué Saint-Nazaire dans leur démarche d'élargissement du service. Au niveau du verdissement de la flotte, ils réfléchissent aussi de manière
En amont, par rapport à l'installation des bornes électriques, c'est pas toujours possible sur certains sites isolés, par exemple. Donc voilà, il y a vraiment une réflexion en amont qui doit se faire. Améliorer la traçabilité aussi dans le cadre d'une flotte mutualisée entre plusieurs entités. Comme le disait Guillaume aussi, le but de l'autopartage, c'est vraiment de mutualiser une flotte, ce qu'on appelle créer un pool, en fait, entre plusieurs entités de la ville ou de l'agglomération. Donc, de ne pas se restreindre aux services, même s'il est des fois possible de créer des contrats, en fait, en autopartage, qui contient que certains services, mais c'est pas le but initial de l'autopartage. Et qui dit partage de véhicules entre une masse plus importante d'usagers, on va dire, c'est aussi un besoin d'améliorer la traçabilité pour tout ce qui est entretien, pour tout ce qui est dégâts éventuels sur les véhicules, tout ce qui est maintenance, etc. Donc voilà, il y a aussi une notion, avec la télématique embarquée que propose l'autopartage, d'améliorer cette notion de traçabilité et de quantifier les usages réels. Donc là, c'est plus quantifier les usages sur la flotte partagée et ajuster par la suite la taille et la typologie de la flotte. Donc là, c'est par exemple, on voit que les collaborateurs effectuent que des trajets de moins de 20 km dans des centres urbains, par exemple. Il n'y a pas la nécessité, on peut réduire le thermique pour proposer plus d'électrique et vice-versa si c'est des trajets plus longs, etc. Donc voilà, il y a vraiment une notion aussi de quantification qui est vitale et qui apporte une valeur ajoutée à la fois à la collectivité pour son budget et pour la planification de sa stratégie de mobilité et pour les agents dans leurs déplacements. Et je voudrais rebondir juste, excuse-moi, sur la partie faire rouler des véhicules au kilométrage trop faible. Ça, c'est une problématique dans les collectivités que je pense vous connaissez tous. C'est la vieille Clio qui roule 1500 km, mais qui est quand même absolument essentielle parce que elle est rattachée à tel service qui a quand même besoin de se déplacer au moins une fois par mois. Et en fait, il y a une démarche assez régulière dans les collectivités de se dire, on va mettre en place du coup un pool de véhicules dans lequel on va mettre tous nos vieux véhicules et tous ceux qui roulent pas assez. Et ça, en fait, faut quasiment faire l'inverse. Et c'est vrai qu'on l'entend tellement souvent que je préfère en parler ici. L'objectif d'un pool de véhicules et donc de véhicules en autopartage qui sont partagés entre différents services, c'est surtout pas de mettre les véhicules dont personne ne veut. Parce que sinon, les gens vont surtout pas aller vers le pool ou vont aller vers le véhicule ou les deux véhicules qui sont un petit peu récents dans le pool. Donc l'objectif, c'est de rendre ce pool très attractif et donc au contraire, en fait, de venir injecter les véhicules récents et les énergies sympathiques, les véhicules électriques par exemple, dans le pool de véhicules pour en fait le rendre très attractif et donc faire faciliter un usage maximal de ce pool de véhicules. Et au contraire, de venir recycler quasiment les vieux véhicules et ceux qui roulent peu dans les services. Donc pour les services qui ont absolument besoin d'un véhicule, à la limite, on peut laisser un véhicule là-bas. Mais venir, et ça on le voit souvent, hein, en fait, on va investir dans des véhicules récents qu'on va mettre dans des services et on va leur retirer leurs vieux véhicules qu'on va injecter dans le pool. Mais ça, c'est vraiment, faut surtout pas faire ça. Et en collectivité, on le voit vraiment très régulièrement. Donc voilà, c'est très important de se dire dans la mise en place d'un pool de véhicules qu'on priorise les véhicules récents et les véhicules confortables sur le pool. C'est vrai qu'on le voit beaucoup. On a un module statistique dans notre solution qui permet justement de voir les modèles les plus réservés. Et on voit vraiment effectivement des différences assez parlantes sur les véhicules récents où c'est les plus demandés, où il y a un taux d'anticipation au niveau des réservations qui est très fort. Et Exactement. Et voilà, il y a vraiment une appétence pour ça. Et nous, ce qu'on fait aussi en interne, c'est que bien sûr, on favorise ces véhicules électriques et alternatifs. Et s'il y a besoin de véhicules moins récents, on va dire, dans le pool, on a aussi un système, en fait, pour pousser lors de la réservation euh, un seul véhicule par catégorie et le moins utilisé au moment. Donc, c'est-à-dire, on peut pousser un véhicule en priorité, peut-être moins utilisé ou moins récent, aux usagers pour qu'ils l'utilisent quand même. Et ça, c'est vraiment s'il y a un mix qui se fait entre plus récent et moins récent au sein du pool. Mais c'est toujours possible. Pour équilibrer quand même l'usage malgré tout et proposer un service aux salariés qui ne se retrouvent pas sans véhicule parce que tous les plus attractifs sont déjà réservés de longue date. Donc voilà, ça aussi c'est possible. Alors les attentes principales, donc là ça vient de notre expérience personnelle, mais bien entendu si vous avez des éléments à rajouter, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans le chat, on sera ravis d'échanger à ce sujet.
Nous, ce qu'on a majoritairement observé, c'est quand même une volonté d'accompagnement, bien entendu sur le projet de mobilité. Donc là aussi, Guillaume, tu pourras en parler, mais pour toute entreprise et collectivité, se lancer dans une nouveauté comme l'intégration d'un service d'autopartage, c'est jamais quelque chose d'évident parce que ça signifie l'introduction d'un nouveau langage pour les salariés notamment, un besoin de formation, un besoin de diagnostic de l'existant aussi pour pouvoir se projeter dans le futur. Donc voilà, on n'y arrive pas tout seul, on doit se faire accompagner, que ça soit par une entreprise, un opérateur mobilité comme nous, par un cabinet, par d'autres autorités publiques, etc. Donc voilà, il y a vraiment une notion d'accompagnement qui est vitale. Nous, notre accompagnement, c'est en amont, on a une slide sur l'accompagnement juste après, donc on rentrera plus dans le détail. Mais il y a différentes phases et toutes les phases sont très importantes. Ce qu'on observe aussi, c'est une solution pouvant se combiner avec des systèmes existants. Donc là, effectivement, on a observé ça surtout dans les grands groupes pour lesquels on travaille. Donc ça peut s'appliquer peut-être de manière moins récurrente dans les collectivités, mais il y a une notion de pouvoir s'adapter à des systèmes existants, que ça soit de réservation, faire la passerelle, etc. Donc avoir la certitude que tout puisse fonctionner ensemble. S'il y a déjà d'autres moyens de mobilité mis en place avec d'autres opérateurs aussi, ça, nous, on peut travailler ensemble pour intégrer ces véhicules-là déjà dans notre plateforme. La notion de statistiques, on en a parlé tout à l'heure, avoir une vue compréhensible et complète sur les données d'usage du parc, dans un objectif à la fois de réduction du parc, de verdissement, d'optimisation des véhicules existants, etc. Donc voilà, il y a vraiment Saint-Nazaire, et nous on dit clairement que le fait d'avoir un module statistique intégré, avec la possibilité de faire des reporting de manière autonome, régulièrement, ça a été un élément décisif dans leur prise de décision. Et une facilité de déploiement du service sur plusieurs sites. Alors là aussi, chez la plupart de nos clients entreprises, généralement, on a un seul site. Les collectivités, il y a souvent plusieurs petits sites. Chez Saint-Nazaire, ils ont 4 sites différents dans l'agglomération. Donc voilà, il y a aussi la notion de prendre en compte ce déploiement sur une zone géographique plus élargie qu'un seul site. Et ça, on est capable de le faire, bien entendu, aujourd'hui, d'intégrer plusieurs parkings sur notre plateforme, etc. D'en rajouter au besoin si la collectivité se rend compte qu'il y a la nécessité de mettre une partie du pool sur un autre site, etc. Donc voilà. Et il y a quelques agents facilitateurs. Les outils de réservation déjà en place, là, c'est plus aussi en termes de ce que disait Guillaume tout à l'heure, de notion de partage de véhicules qui est déjà existante en interne, qu'on ne reste pas sur du véhicule attitré, mais qu'on a déjà cette notion de partage, qu'il y a une quantification des attentes par des enquêtes en interne, peut-être un plan de mobilité qui se met en place. Donc là, c'est plus en termes d'usage par rapport aux attentes des agents. Donc voilà, il y a quelques petits points comme ça. Je ne sais pas si tu as des... Non, c'était plutôt clair sur tout ça. Alors, j'ai une petite question. Hop. Alors, c'est Cathy qui nous demande: dans ma collectivité, les agents des différents services, genre plomberie, menuiserie, ne veulent pas partager, au motif que leurs voitures sont déjà chargées en permanence d'un minimum de matériel lié à leur profession. Alors ça, on a déjà eu aussi ce cas de figure chez Enedis, avec leurs techniciens qui effectivement avaient leur véhicule attitré avec leur matériel à l'intérieur, donc c'était assez difficile de changer ses habitudes, effectivement, pour les véhicules plus utilitaires. Et donc là, c'est vraiment un apprentissage en interne, effectivement, et voir comment on peut amener la chose. Mais c'est vrai que c'est une problématique qui revient assez souvent pour les salariés ayant du matériel lourd ou volumineux dans leur véhicule de manière constante. Et vous aviez une C'est deuxième ça. question? Vas-y, Guillaume, excuse-moi. Pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'en fait, on différencie souvent dans un diagnostic de parc, par exemple, les véhicules qui sont équipés, qu'on va appeler des véhicules métiers, des véhicules qui ne le sont pas. Et les véhicules équipés sont beaucoup plus compliqués à mettre en pool, surtout qu'ils sont souvent associés en plus à des obligations d'astreinte. Et donc, par exemple, un véhicule de plomberie ne peut pas forcément être mis dans un pool de véhicules partagés, puisqu'il doit pouvoir partir à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit pour une urgence, par exemple. Donc ça, c'est vrai que c'est des véhicules qu'on peut tout à fait intégrer dans les systèmes,
de gestion, comme MTG par exemple, Mobility Green, c'est tout à fait possible d'intégrer dans le même système. Par contre, souvent, on ne va pas forcément les associer à la mise en pool, donc à la réservation directe. Mais en général, c'est dans une collectivité, alors après ça dépend des tailles, hein, mais dans une grosse collectivité, c'est pas tous les véhicules, ça va être peut-être 20-30% des véhicules. Et dans une petite collectivité, effectivement, ça sera une plus grosse part parce qu'on aura moins de véhicules, mais on peut toujours faire du sur-mesure. Oui, effectivement. Et puis, il y a aussi des notions, par exemple, de véhicules pompiers ou de véhicules d'urgence qu'on peut rattacher au service, mais débloquer en cas de problème, etc. Donc voilà, il y a vraiment effectivement de différents cas de figure qui sont possibles. Et Cathy, vous aviez une seconde remarque. Le mobile installé revient à quel coût par véhicule et oblige les utilisateurs à quoi faire en particulier sur chaque véhicule à chaque prise. Alors pour le coup, ça je reviendrai vers vous si vous voulez avec une tarification plus précise, ça dépend effectivement du véhicule et des options, etc. Je reviendrai vers vous si vous le souhaitez. À chaque prise, on va vous l'expliquer tout à l'heure, on a un petit parcours utilisateur parce que vous nous spécifiez que l'envie d'évoluer est tellement peu acceptée que les agents ne vont pas vouloir faire la moindre action visant à contrôler. Alors ça, cette notion de contrôle on parlait de traçabilité tout à l'heure, c'est aussi une des grandes discussions en interne, que ce soit dans les entreprises ou collectivités d'ailleurs, où les employés sont réfractaires parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont être contrôlés dans leurs déplacements, ou ça va être une contrainte de devoir, je sais pas, réserver en ligne, de devoir badger, alors qu'avoir un véhicule attitré, c'est plus facile. Là aussi, c'est un apprentissage, sachant qu'il y a différentes étapes qui sont simplifiées quand même. Par exemple, ils n'ont plus à se déplacer à un bureau des clés s'ils n'ont pas de véhicule attitré, donc ils n'ont pas à aller sur un autre site pour récupérer les clés. Le parcours utilisateur, on va vous le présenter tout à l'heure, Cathy, ça sera peut-être plus clair. Mais effectivement, l'envie d'évoluer peu acceptée. Là aussi, la conduite du changement, c'est vraiment un travail en interne qui est difficile. On le sait, nous, en tant qu'opérateurs d'autopartage, avec nos prospects, c'est tout un discours et une sensibilisation à avoir et c'est jamais chose facile. On met en place des outils. On a notamment un kit de communication qu'on met à disposition de nos clients pour qu'ils puissent faciliter ce travail en interne. Et on peut travailler ensemble, effectivement, pour pousser des contenus visant à sensibiliser les employés et les agents. Je ne sais pas, Guillaume, si tu as des éléments de réponse aussi pour Cathy. Donc, tu l'as très bien défini. Effectivement, on est vraiment dans c'est de l'acceptabilité de la conduite du changement. Donc, c'est sûr qu'un agent qui a son véhicule perso et puis qui le voit renouveler régulièrement, il n'a aucun intérêt à passer sur de l'autopartage, en tout cas aucun intérêt personnel. Donc voilà, il faut expliquer qu'on est dans une collectivité, que c'est du service public, qu'on optimise les coûts, qu'on optimise l'impact environnemental, le nombre de véhicules. Et c'est autant vous aurez certaines personnes qui vont être moteurs, autant vous aurez des réfractaires. C'est normal, mais comme dans tout projet qui impacte des changements, hein, comme si vous déployez des véhicules électriques par exemple, vous en aurez qui vous diront que c'est nul. Vous mettez des véhicules gaz, vous aurez des gens qui auront tellement peur que ça explose, alors que c'est aussi sûr qu'un véhicule thermique, qui ne vont pas utiliser. Enfin voilà, c'est dans tout changement, on doit intégrer une partie de communication et d'accompagnement. Donc on fait des ateliers pédagogiques pour expliquer comment ça fonctionne, pour montrer les avantages, tout ça. Oui, c'est vrai que nous, on organise de manière assez systématique des journées de démonstration en fait, sur place avec un véhicule pour montrer le parcours utilisateur de manière concrète. Et ça peut se faire aussi chez certains de nos clients, ils font ça, ils en profitent pour faire le doublon autopartage électrique de manière opérationnelle, en fait, en montrant sur un véhicule comment ça fonctionne. Mais effectivement, Cathy, c'est un travail de longue haleine, mais on peut être là aussi pour accompagner les collectivités sur ce sujet. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et justement, les outils d'accompagnement, donc on va peut-être rentrer un peu rapidement sur ces sujets-là, mais c'est pour revenir, c'est en écho avec la slide précédente. Nous, ce qu'on propose chez Mobility Green de manière concrète, c'est une possibilité en avant-vente, avant de vous proposer une solution concrète. C'est un diagnostic de votre parc existant pour observer peut-être les déplacements types de vos employés, le pourcentage de thermique d'électrique présent déjà, est-ce qu'il y a des véhicules que vous avez ciblés comme véhicules sous-utilisés, par exemple,
Voilà, donc là, il y a un diagnostic du parc qui peut se réaliser. En fait, on a un pôle data science en interne qui peut, vous pouvez fournir des données, par exemple, d'usage si vous avez déjà des outils de quantification en interne, ou juste on peut se baser sur des échanges avec vous de manière moins mathématique, on va dire, pour vous fournir un premier diagnostic, pour vous aider typiquement dans l'intégration de bornes électriques s'il y a besoin dans votre projet de mobilité, etc. S'il y a besoin aussi de répéteurs. Alors ça, c'est un autre sujet. Les répéteurs, c'est en fait garantir que le service d'autopartage capte. Donc là aussi, il y a une nécessité de diagnostic terrain pour voir où on peut positionner ces répéteurs-là. Si vous avez des parkings souterrains, on ne sait jamais. Enfin voilà, il y a vraiment un diagnostic global, à la fois sur la mobilité et sur l'environnement sur lequel on se positionne aussi, parce que c'est fondamental. La notion de formation, bien entendu, donc là, ça rentre en écho avec ce que vous disiez, Cathy. C'est former les gestionnaires en amont, donc de manière concrète sur les outils, mais aussi former les usagers sur le long terme. Donc pour ça, on a créé des outils d'auto-formation aussi sur le long terme. Donc on a créé des centres d'aide en ligne qui ont été déployés en 2019. Donc là, l'idée, c'était de proposer des outils d'auto-formation à la fois pour les gestionnaires et les utilisateurs finaux, donc vos agents typiquement, pour qu'ils puissent se monter en compétence sur l'outil. S'ils sont perdus, ils peuvent se référer à cette plateforme. Et l'idée, c'est de faire évoluer dans le temps ces plateformes-là pour avoir de plus en plus de contenu. Pour nos gestionnaires de flotte, on a notamment des webinaires dédiés, donc sur le même modèle que ces webinaires-là, mais vraiment produits, utilisation. Par exemple, je veux faire mes reporting statistiques, comment je fais, etc., qu'on organise avec nos équipes support. Donc, il faut savoir qu'on a également un support téléphonique, bien entendu, intégré en cas de problème sur les véhicules ou de questionnement, tout simplement. Et là, on en parlait tout à l'heure, la possibilité de reporting statistique sur le long terme. Donc là, c'est plus, vous faites un test, par exemple, sur 6 mois sur votre pool, et nous, on est capable de vous dire, en complément de notre module statistique, ben voilà, un reporting d'activité sur vos 6 mois, et on peut vous être force de conseil sur la suite. Est-ce qu'il faut intégrer plus de véhicules? Est-ce qu'il faut attendre et faire un travail de sensibilisation, etc. Donc là aussi, on est là au début, mais on est là aussi sur le long terme pour vous accompagner dans l'évolution du service et pas, par exemple, vous pousser des véhicules alors que vous n'en avez pas forcément besoin, ou des véhicules électriques, comment les amener, comment quantifier les bonnes proportions, etc. Donc voilà ce qu'on est capable de vous proposer, nous, en interne. Pour la partie SJBD, je te laisse faire, Guillaume. Oui, pour la partie HBD, nous, on est bureau d'études et de conseil, donc on intervient sur des audits de parc, des diagnostics, des plans de renouvellement pluriannuels, sur beaucoup d'éléments. Sur le sujet autopartage en particulier, on a mené une étude d'action avec l'ADEME Pays de la Loire, je vous en parlais un peu plus tôt, auprès de 8 structures professionnelles. Donc on a à la fois des, des entreprises, on a un syndicat d'énergie, on a des collectivités, on a travaillé avec La Roche-sur-Yon, Agglomération et Saint-Nazaire notamment, sur justement l'expérimentation de services d'autopartage à différentes échelles. On reviendra dessus après. Et ça nous a amené, en fait, ces différentes expérimentations et le fait de se confronter à toutes les difficultés pour des collectivités liées à la mise en place de l'autopartage et notamment à l'ouverture à des publics plus larges, donc où les collaborateurs des déplacements personnels, soit les week-ends ou même le grand public, c'est-à-dire que le parc de véhicules de la collectivité va être totalement ouvert. Certains véhicules vont être complètement ouverts au grand public. Donc on a travaillé là-dessus avec l'ADEME et on en a sorti une boîte à outils pour toutes les structures, donc privées ou publiques, avec donc il y a des guides, il y a des éléments juridiques, des éléments assurantiels, des éléments par rapport à l'URSSAF, il y a énormément d'éléments en gros sur tout ce qu'on a pu étudier et tout ce à quoi on a été confronté, et des outils aussi pour aider à la mise en place de ce type de dispositif, avec des chartes d'autopartage, des documents support, il y a des outils Excel aussi pour analyser tout ça. Donc c'est une boîte à outils qui va être rendue publique d'ici la fin de l'année normalement. Et donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus à revenir vers moi également, je pourrais vous en dire un peu plus. Voilà, mais du coup nous de notre côté on est force de conseil et d'accompagnement. On ne fournit pas forcément des outils, nous on est vraiment sur la partie conseil. Et donc on vient en complément de solutions comme Mobility Tech Green qui elles viennent déployer
de l'opérationnel dans votre parc avec une partie de conseil également. Alors, hop. Alors là, c'est plus pour vous présenter justement l'opérationnel, comme parlait Guillaume. On va passer rapidement sur cette slide, mais c'est juste pour vous présenter un peu de manière globale, pas forcément spécifique à notre solution, mais bon là c'est Ecolibri bien entendu, mais ça peut s'appliquer à d'autres solutions d'autopartage bien entendu. Qu'est-ce que ça comprend l'autopartage? Et Cathy, ça répondra aussi dans la slide suivante à la question du parcours utilisateur. Qu'est-ce que ça induit de nouveau pour les utilisateurs dans l'usage des véhicules? Donc il faut savoir que ça se compose majoritairement de deux parties, une partie matérielle, une partie logicielle. Donc qui dit autopartage dit souvent de la télématique embarquée, donc c'est-à-dire de l'équipement embarqué installé dans les véhicules. Donc là aussi, on a souvent des questions et des doutes de la part des salariés sur ces équipements. Est-ce que ça va pas me fliquer, etc. Il faut savoir qu'il n'y a pas de notion de géolocalisation. Au niveau, par exemple, du calculateur de bord pour calculer les trajets, en fait, il y a juste un ping au début et à la fin du trajet. Donc, tout ce qu'il y a au milieu, nous, on n'a pas de rapport par rapport à ça. C'est vraiment le début, l'arrivée, pour notifier, par exemple, si le véhicule est bien arrivé sur le bon parking de référence, pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau du système. Donc, voilà. Donc, on a un kit d'éléments embarqués équipés sur les véhicules pour permettre l'accès en libre service à ces véhicules en pool. Donc on a ce fameux calculateur de bord qui fait le lien avec notre système d'information Ecolibri. Un lecteur de badge. Donc là, ça va me permettre d'amorcer la partie parcours utilisateur. Mais en fait, l'ouverture du véhicule, au lieu de passer par l'usage des clés de manière classique, passe souvent par un lecteur de badge qui se trouve sur le pare-brise ou par l'utilisation de l'application mobile qui agit comme clé virtuelle en fait. Donc soit l'utilisateur utilise un badge RFID sur le lecteur de badge qui lui permet d'ouvrir les portières, et les clés du véhicule se trouvent ensuite dans la boîte à clés connectée qui se trouve dans la boîte à gants. Donc là aussi, un atout au niveau logistique, c'est que les clés sont toujours garanties d'être dans la boîte à clés du bon véhicule à tout moment. Parce qu'en fait, si la clé n'est pas identifiée dans la boîte à clés connectée, le véhicule ne peut pas être verrouillé. Donc là aussi, c'est une notion qui est assez importante chez nos clients parce qu'ils ont une traçabilité des clés et il n'y a pas d'échange où si les clés ne sont pas détectées, c'est remonté au système et le gestionnaire le sait tout de suite. On a aussi une notion de bouton de fin de réservation. Donc là, c'est plus pour libérer le véhicule à la fin de la réservation au niveau de l'agent. Côté gestion, donc toutes les informations système sont remontées sur un outil d'administration, donc qui là sera administré par le responsable du service, qui peut être un gestionnaire de flotte classique chez vous, ou quelqu'un des services généraux, des services techniques. Chez Saint-Nazaire, il y a eu une nomination d'un responsable de service, parce que c'est quand même un outil qui est assez différent de ce qu'on utilise habituellement dans le cadre de gestion de flotte. Mais ça peut être administré par une personne des services généraux, etc. Et donc là, c'est sur cette plateforme qu'on gère les abonnés, les véhicules, les réservations, et qu'on a accès à ce fameux module statistique qui permet d'avoir des données d'usage en temps réel. Et côté utilisateur, comment ça se passe? Alors au lieu de passer par un calendrier partagé ou d'aller voir au bureau de réservation ou à l'accueil de votre mairie, par exemple, pourquoi pas, il passe par un parcours de réservation autonome sur une plateforme web ou via une application mobile qu'on met à disposition de nos clients aussi. Donc il peut créer une réservation en quelques clics. L'idée c'est que le gestionnaire du service envoie un lien en fait à tous les abonnés pour qu'ils puissent s'inscrire au service. Celui-ci a un compte abonné comme sur n'importe quelle plateforme en ligne. Et après, il peut gérer son compte abonné, ses réservations. Le pro perso, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est le pro perso et pourquoi il y a la nécessité de paiement pro perso sur ce front office. Et il peut aussi communiquer avec son gestionnaire si besoin via cette plateforme ou avec notre support aussi. Donc voilà. Et il faut savoir que l'application mobile agit comme clé virtuelle, mais aussi permet de faire des états des lieux du véhicule et de prendre des photos du véhicule en temps réel. Et au moins, le gestionnaire est prévenu en cas de dégâts sur les véhicules et peut avoir aussi une meilleure traçabilité en termes d'entretien. Donc voilà, ça aussi, c'est une notion qui est possible.
Et il faut savoir qu'on a aussi un module covoiturage du coup intégré au front office qu'on va développer d'ici 2021 de manière plus importante et qui là aussi permet de mutualiser encore plus l'usage des véhicules et, de donner accès aussi aux personnes n'ayant pas le permis de conduire tout simplement, de leur donner accès aux services malgré tout. Donc là, je l'ai assez résumé, la slide suivante, donc on va peut-être pas revenir en détail, mais voilà pour résumer le petit parcours utilisateur. Si vous voulez, je pourrais vous transmettre, on a une petite vidéo de présentation de ce parcours utilisateur. D'ailleurs, Cathy, je pourrais vous envoyer le lien si vous le souhaitez, qui résume de manière visuelle à travers une vidéo vraiment le parcours de A à Z. Donc c'est peut-être plus parlant que ce petit schéma encore, donc voilà, je pourrais vous envoyer ça, il n'y a aucun souci. Les bénéfices pour les agents. Je ne sais pas si Guillaume, tu veux enchaîner peut-être un petit peu ou comme tu le souhaites. Si tu as remarqué, toi, des... Oui, alors effectivement, dans les bénéfices pour les agents, parce qu'au final, on voit bien sur l'autopartage, on arrive assez facilement à identifier les bénéfices pour le service gestion du parc et puis pour la collectivité, en termes d'optimisation des moyens tout simplement. Après, pour les agents, il y a un vrai intérêt aussi. Alors ces 4 points le résument bien, c'est on a effectivement une plus grande flexibilité. Puisqu'en fait, dans pas mal de collectivités, la gestion de poules est assez artisanale. Même en se basant sur des boîtes à clés, c'est pas forcément en fait aujourd'hui très efficace. Et, et on peut vraiment simplifier tout ça. On a de grands outils aujourd'hui de télématique qui fonctionnent super bien. Et donc on peut avouer que son badge personnel, qui est aussi son badge pour badger, pour accéder à la cantine par exemple, pour ça. On peut intégrer là-dessus le badge ouverture des véhicules. On réserve en ligne via une application ou via son poste de travail, et puis on n'a plus besoin de passer par un bureau des clés ou un accueil. On peut du coup venir vraiment ouvrir le véhicule, ce qui permet aussi au véhicule d'être garé sur l'un ou l'autre site. C'est beaucoup plus simple en fait en termes de gestion des véhicules pour les faire tourner. Donc on a vraiment une plus grande flexibilité pour l'usager qui peut du coup réserver très facilement son véhicule et y accéder. L'intérêt de la réservation intelligente, comme l'expliquait Laura, c'est de dire on va proposer en fonction de la réservation le véhicule le plus adapté. Donc en gros, quand je réserve mon véhicule, on va me demander mon kilométrage, je vais dire je fais à peu près, je vais dans la commune d'à côté, donc je fais à peu près 15 km. Et ici, si un véhicule électrique est disponible, on va me le mettre en priorité. Dire là, effectivement, le véhicule électrique, c'est ce qui s'approchera le mieux, et c'est ce qui va permettre de faire rouler beaucoup ces véhicules électriques. Donc ça peut permettre aussi de pousser l'usager vers ces véhicules, et donc ça permet à l'agent de s'approprier aussi un peu plus automatiquement ces véhicules, sachant que par usage habituel, il serait plutôt allé vers son véhicule thermique préféré. Et il y a un autre bénéfice, c'est ce module de covoiturage qui est intégré, c'est qu'en fait, lors de la réservation, on peut me dire, effectivement, là, vous avez d'autres trajets qui sont similaires, et pour les personnes qui n'ont pas le permis, par exemple, ça peut vraiment optimiser leur déplacement. Et donc, on peut mutualiser les déplacements. Donc là, c'est à la fois un intérêt pour les agents où il n'y en a qu'un seul des deux qui conduit, et puis c'est aussi plus convivial. Et puis, c'est un intérêt pour la collectivité puisqu'on n'a qu'un seul véhicule qui roule, donc ça fait plus de disponibilité de véhicules pour les autres. Donc pour les autres, un renforcement de l'offre de service, et puis également moins de consommation énergétique. Et puis, ça permet en fait ce genre de dispositif avec des ouvertures par badge notamment, et de plus forcément accéder à une boîte à clés, ça permet des usages personnels. Et donc en fait, Mobility Green a un module qui est assez bien fait. Ça permet à la collectivité en fait d'ouvrir l'usage des véhicules le soir et le week-end. Donc c'est ce qu'on appelle le pro perso, et ce qui a fait l'objet de pas mal de travail de notre côté avec l'ADEME justement sur le fait de pouvoir ouvrir l'usage des véhicules aux agents à d'autres moments que pour le travail. Et donc ça marche très bien dans pas mal de collectivités ou de même d'entreprises, puisqu'en fait, on a beaucoup de... L'idée principale derrière ça, c'est de dire aux gens, vous avez 2 véhicules, vous n'en avez plus forcément besoin. C'est en gros, vous avez un véhicule personnel, et puis votre deuxième véhicule d'appoint, ça peut être le véhicule de l'entreprise. Et donc, c'est un peu l'objectif, c'est de dire, en ayant accès sur demande à un véhicule peut-être plus confortable, peut-être une berline, peut-être un utilitaire pour des déménagements ou pour la déchetterie par exemple, eh bien vous n'avez plus forcément besoin de tel ou tel véhicule que vous aviez auparavant, que vous conserviez.
Voilà, et donc on peut avoir des usages personnels comme ça qui peuvent être faits, soir et week-end. Voire on peut même réfléchir à des systèmes alors c'est encore plus loin, mais à des systèmes de location pour les déplacements domicile-travail, où la personne va payer une partie, mais pourra utiliser du coup ce véhicule. Donc après, il faut bien réfléchir, hein, sur ces questions-là, c'est pas forcément évident à mettre en place, surtout si on le fait, voilà, sans faire de la pub pour Mobilité Green, surtout si on le fait en régie, parce que ça nécessite beaucoup de mise en place de régie de recettes notamment, c'est assez complexe à mettre en place dans une collectivité. Et donc externaliser ce système, c'est vraiment beaucoup plus simple. Après, c'est pas impossible, hein, mais c'est beaucoup plus simple d'externaliser. Donc voilà, c'est une offre supplémentaire qui est possible ici. Et Cathy nous demande du coup, le pro perso, l'usage est payant en mode perso et quelle assurance? Alors, Alors, vas-y Guillaume, je t'en prie. alors je sais pas comment vous faites habituellement chez Mobilité Green dans ces cas-là, mais en général, en fait, on fait en sorte que l'assurance des véhicules prenne en charge les déplacements pro perso. Il y a plusieurs assurances qui ont déjà intégré ce dispositif et qui le font sans souci. Il faut dans tous les cas, quand vous mettez ça en place, vous rapprocher de votre assureur et vérifier ou que ce soit déjà pris en compte ou faire un avenant au contrat pour certains véhicules pour intégrer cet aspect. Ça se fait très bien, hein. C'est pas du tout bloquant aujourd'hui auprès des assureurs. C'est juste que c'est pas toujours prévu dans les contrats initiaux. Donc ça peut être un frais supplémentaire qu'on évalue en général à 4 centimes du kilomètre à peu près. Mais c'est très variable selon les assureurs. Mais effectivement, c'est quelque chose qui se fait assez bien. Nous, un de nos grands clients qui est Orange est particulièrement adepte du pro perso. Ils l'ont mis en place il y a plus de 2 ans, enfin plus de 2 ans maintenant, et ça marche très très bien en interne. Et effectivement, Cathy, pour répondre à votre question, l'usage est payant pour les salariés en mode perso, mais c'est des grilles tarifaires que vous définissez vraiment de manière personnelle au sein de l'entreprise ou de la collectivité dans ce cas-là. Et généralement, nous, ce qu'on propose, c'est des forfaits en fait soirée et week-end pour les agents. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, pour une soirée, c'était dans l'ordre de 15 euros. Pour un week-end, c'était une cinquantaine d'euros, quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même des forfaits qui sont beaucoup plus avantageux par rapport à de la location classique euh, pour les agents. Et pour vous, ça vous permet d'équilibrer aussi les frais qui venant de l'achat de la solution, tout simplement. Donc c'est un peu gagnant-gagnant, mais et Guillaume a très bien répondu à la question de l'assurance. Effectivement, il faut faire un avenant si c'est pas pris en compte, mais ça marche très bien. Chez Orange, en tout cas, il n'y a aucun souci là-dessus. Il y a plusieurs de nos clients qui ont mis en place du pro perso avec succès. Donc voilà. Alors je rebondis là-dessus, en faisant assez attention à la question tarifaire, puisqu'on a eu justement, ça a été un des freins qu'on a observé dans les collectivités en Ah oui. particulier, par rapport aux questions de l'URSSAF. C'est un peu compliqué. Alors dans notre boîte à outils, il y a une note qui explique notre bataille avec l'URSSAF pour avoir des réponses là-dessus. Mm. Parce qu'en fait, vous avez la problématique des avantages en nature, et en fait, si votre collaborateur utilise un véhicule de la collectivité à un tarif trop avantageux, on peut considérer que c'est de l'avantage en nature. Et donc, du coup, ça va être soumis à déclaration derrière et à contrepartie financière de la part du collaborateur. Et donc, il faut faire attention quand vous fixez votre tarification à non pas forcément respecter le barème de l'URSSAF, parce qu'il n'est pas du tout, enfin, le barème des indemnités kilométriques, il est très élevé, et du coup, vous vous retrouvez avec des prix de location qui ne sont pas forcément intéressants pour le collaborateur. Mais vous pouvez contourner cela en appliquant en fait ce qu'on appelle le PRK, c'est le prix de revient kilométrique. Et là, du coup, c'est très variable selon les collectivités. En général, une collectivité, on va être à 30 à 35 centimes du kilomètre pour un véhicule. Donc ça, vous pouvez avoir une tarification par véhicule, vous pouvez avoir une tarification à l'échelle d'un type de gabarit, donc par exemple vos véhicules de type particulier et vos utilitaires, ça peut être deux tarifs différents. Il faut faire attention à ne pas mettre un tarif trop bas, parce qu'en fait, voilà, vous risquez d'avoir des soucis avec l'URSSAF derrière. Mm. Donc ça, c'est des choses qui se font très bien, hein. C'est une fois que vous avez calculé, quand vous connaissez votre structure tarifaire à l'échelle de la flotte, c'est absolument pas un souci de fixer ce tarif. Mais sur les tarifs d'Orange, faites attention parce que Orange a une gestion qui est très très optimisée de son parc, et donc des coûts de revient kilométrique qui sont assez faibles, ce qui leur permet de proposer les véhicules à ce prix-là. En général, sur une collectivité, on va être plutôt à du coup une location à peu près 30-35 euros pour 100 km. Mm. Voilà, mais ce qui sur un forfait soirée, par exemple à 50 km, revient à 15 euros. Tout est question du kilométrage que vous associez au forfait du coup.
Mais c'est vrai qu'effectivement, pour chaque projet, c'est assez différent, comme le dit Guillaume. Ça, il faut y réfléchir en amont, mais c'est faisable, mais il faut prendre en compte tous les éléments. Effectivement, tu m'avais raconté, Guillaume, avec l'URSSAF, c'est nous aussi des questions qu'on a assez régulièrement, parce qu'on avait parlé de crédit de mobilité aussi, etc., les avantages en nature. Enfin, c'était. C'est ça. Ouais, non, pour des collectivités, c'est un peu plus complexe que pour des entreprises, puisqu'en fait, on est dans du question de service public, amène aussi la question de concurrence déloyale par rapport à des loueurs de véhicules, notamment si vous voulez ouvrir à d'autres publics que vos collaborateurs. Donc, si par exemple les conjoints des agents peuvent avoir accès aux véhicules, là, on rentre dans une autre dimension encore. Mm. Et donc, il faut justifier de l'intérêt de service public. Voilà, il y a tout un... C'est des choses qui se font, hein, mais c'est du sur-mesure, globalement. Mm. Alors, hop. Pour rentrer en complément, là, on voulait juste vous présenter un petit peu les différents modes d'autopartage de manière plus opérationnelle. Parce que, comme on l'a dit souvent durant cette session, chaque projet de mobilité est assez unique. On l'a bien vu là, par exemple, avec la question des tarifications. Et c'est pour ça aussi qu'on peut proposer différents modes d'autopartage qui se font de manière assez générale sur le marché. Donc, ce qu'on appelle en boucle, c'est départ sur une station, donc sur un parking typiquement, retour au même parking obligatoire. Donc là, c'est un modèle assez classique qu'on voit de manière régulière chez nos clients parce que ça permet tout simplement un suivi des véhicules plus facile, une logistique sans avoir besoin de rapatriement, etc. Ce qu'on appelle en prise à la volée, alors là, c'est pas tant un rattachement à un parking en particulier, c'est plus la notion de se dire je peux prendre un véhicule sans réservation. En fait, c'est des véhicules qui sont dédiés à ce mode-là. Vous avez sur le lecteur pare-brise un LED, enfin une LED verte qui vous indique que ce véhicule est disponible. Et en fait, il vous suffit de passer le badge et de partir avec, et votre réservation est prise en compte automatiquement, sans anticipation. Donc là, c'est plus pour des usages plus dans l'imprévu, ou si l'agent a besoin de faire un déplacement de dernière minute et qu'il n'a pas le temps de faire une réservation. Typiquement, Saint-Nazaire, il combine le système en boucle et en prise à la volée, justement pour répondre aux deux typologies de déplacement de leurs agents. Donc c'est assez intéressant. Et il combine aussi l'intercite, du coup, qui permet de mutualiser une flotte de véhicules entre différents sites d'entreprise ou collectivités. Sachant qu'il y a plusieurs types d'intersites, du coup, c'est pas systématique que les agents puissent garer un véhicule d'un site sur un autre site automatiquement. Là, on rentre dans une autre dimension où il y a une notion de rapatriement qui est des fois nécessaire pour équilibrer l'offre et la demande sur chaque site. Donc généralement, là, c'est un autre sujet, l'intersite, mais ça peut se faire également. Et le free floating. Donc là, le free floating, c'est ce qu'on voit par exemple pour les micromobilités en ville aussi, comme tout ce qui est trottinette à Paris, etc., ou ce qu'il y avait avec Autolim. C'est non, pas avec Autolim, avec d'autres opérateurs en free floating aussi d'autopartage. Nous à Rennes, on a comment dire, Cities qui propose ce genre de service notamment, c'est de pouvoir déposer un véhicule en autopartage n'importe où dans une zone géographique précise. Donc ça, nous, on l'observe généralement chez des clients qui ont un site, par exemple, industriel assez comment dire, étalé géographiquement, et qui ont plusieurs sites sur ce site global, plusieurs parkings sur ce site, et là, du coup, ils peuvent se permettre de faire du free floating avec, pareil, du rapatriement si nécessaire pour équilibrer l'offre et la demande sur ces différents parkings. Donc voilà, et il faut savoir que depuis septembre, aussi en interne, on expérimente de l'inter-entreprise chez nous. Donc là, l'idée, on va en parler dans la slide suivante, c'est d'ouvrir la flotte à d'autres entreprises et de mutualiser, par exemple, dans une zone d'activité ou un écosystème d'entreprise, une flotte de véhicules entre plusieurs entités. Donc on l'a fait récemment avec un accélérateur d'entreprise qui est le Village Baïséa à Rennes. Donc là, l'idée, c'était de proposer une flotte de véhicules à l'usage partagé pour toutes les startups qui étaient hébergées dans le lieu. Donc là aussi, c'est un usage qui est légèrement différent, où il y a aussi une notion de grille tarifaire qui est intéressante, mais c'est un usage qui est peut-être moins adapté du coup aux collectivités, mais c'est toujours intéressant d'en parler. Voilà. Je sais pas, Guillaume, si tu as
tes remarques là-dessus? Non, bah, à la limite, on peut rebondir avec la slide suivante où justement on présente. Alors, nous, en fait, dans le cadre de l'étude d'action qu'on a menée avec l'ADEME, le sujet de l'étude d'action, c'était expérimentation de services de la mise en autopartage des flottes de véhicules professionnels. Et donc, de base, on s'était pas limité à de la mise en pool optimisée, en fait. En gros, ce dont on parle depuis tout à l'heure. Et on avait, dès le début, en fait, orienté l'idée qu'on allait, en fait, mettre un autopartage au-delà de la structure professionnelle. Donc, au-delà de la collectivité, par exemple, ou de l'entreprise. Et donc, on avait 3 niveaux d'études selon les structures, sachant qu'en général, quand on fait du niveau 3, c'est qu'on a déjà fait du niveau 2 et du niveau 1 avant. C'est cumulatif essentiellement. Et donc, en fonction des structures, on avait travaillé sur ces 3 niveaux, et que l'idée du niveau 1, c'était de mutualiser un parc de véhicules, par exemple, avec d'autres structures. Donc, on a beaucoup d'entreprises ou de collectivités qui partagent des sites. Par exemple, à Saint-Nazaire, la flotte est mutualisée entre la ville de Saint-Nazaire et l'agglo, donc la Carène. Et donc, on a une gestion mutualisée du parc. Donc, après, c'est des histoires de conventions de financement entre les différentes structures, mais ça fonctionne très bien. Et puis, on peut avoir des flottes mutualisées, par exemple, entre un syndicat d'énergie, des associations locales. On a énormément de choses qui sont possibles et qu'on a croisées, sur lesquelles on a travaillé. Pour des entreprises, ça peut se faire par exemple sur un site, alors là comme le village CA, pour Mobility Green, mais ça peut se faire sur des zones d'emploi. On a beaucoup d'entreprises qui sont des zones d'emploi où il y a pas mal d'entreprises qui sont les unes à côté des autres et qui en général ont chacune leur flotte de véhicules. Là, l'idée va être de dire on va optimiser et au lieu d'avoir 100 véhicules plus 100 véhicules, on va en avoir 150 et puis ils vont être partagés. Et en général, ça suffit largement. Et donc on fait une économie de 25% pour chaque entreprise. Donc c'est très intéressant aussi financièrement. Le niveau 2, c'est de dire qu'on va ouvrir les usages du parc de véhicules professionnels aux agents. Donc là, pour écouter aux agents ou aux collaborateurs ou aux salariés pour l'entreprise. Et en général, ça va être uniquement pour la personne qui est employée. Et donc, il va pouvoir repartir avec le véhicule le soir, le ramener le matin ou partir le week-end avec. Ça, c'est assez intéressant parce que ça permet de venir impacter la motorisation des ménages directement et aussi de proposer une offre complémentaire de mobilité pour des collaborateurs. On avait travaillé par exemple avec RPI de la Loire, et RPI de la Loire avait plusieurs collaborateurs qui se déplaçaient essentiellement à vélo pour venir au travail, et qui du coup étaient très contents d'avoir accès à un véhicule pour pouvoir partir le week-end. Et qui du coup se disaient que ça valait pas le coup pour eux d'acheter un véhicule personnel, puisqu'en fait au quotidien ils n'en avaient pas besoin, et pour leurs déplacements ponctuels, ils ont accès du coup au véhicule de leur employeur. Et puis le niveau 3, c'est d'aller encore plus loin et d'ouvrir l'usage du parc de véhicules professionnels à tout public. Et donc là, il y a énormément de choses qui sont très différentes. Alors où on va être sur des usages type Clem par exemple, que vous connaissez peut-être, ou même Cities. Et on va avoir des mairies par exemple qui vont mettre 3 véhicules en autopartage devant la mairie et qui sont à la fois accessibles en illimité pour les agents et puis accessibles sur réservation et paiement pour les habitants de la ville. Voilà. Donc on a plein de possibilités. Après, le niveau 3 pose la question des accès au site. Autant quand vous avez un parking fermé, le niveau 2 ça se fait bien puisque vos agents ils ont des badges, ils peuvent entrer, ils connaissent. Autant quand vous êtes à tout public, c'est souvent plus compliqué. Pour des parkings souterrains, tout ça, ça peut être un peu plus problématique. Mais on arrive généralement à trouver des solutions et ça se fait bien. Hop. Alors, on va finir du coup cette session, parce qu'il est 11h03, sur ce fameux cas concret avec la ville de Saint-Nazaire. Donc, comme on le disait un peu plus tôt, avec Guillaume, on a 2 points de vue sur ce projet du coup, parce que Guillaume, tu as travaillé en amont avec eux, si je me trompe pas. Oui, et puis en aval, puisque je redémarre une étude avec eux à partir de la semaine prochaine. D'accord, ah bah super. En plus, voilà, donc on va continuer à travailler avec eux. Ok. Mais effectivement, on a démarré avec la ville de Saint-Nazaire dans le cadre de cette étude d'action de l'ADEME, donc c'était en 2018. Et donc c'était un moment où la ville de Saint-Nazaire se posait pas mal de questions sur l'intégration d'une solution d'autopartage, donc c'est ce qui a conduit à la contractualisation avec Mobility Green. Mais nous, on est arrivé vraiment en amont sur la réflexion sur ce qui pourrait être intégré comme module, notamment le pro-perso. On a beaucoup travaillé sur ce sujet avec eux dans le cadre de leur nouveau contrat.
Et donc, on a fait toute une analyse de leur parc de véhicules, de comment ils fonctionnent, des usages, des kilométrages, des taux de réservation des véhicules sur les journées. Enfin, voilà, énormément d'analyses avec eux et puis beaucoup aussi de travail de sensibilisation de la direction sur le sujet autopartage et notamment ouverture à d'autres usages. Puisqu'en fait, c'est vrai que la direction était plutôt réticente au début à se dire que les véhicules de la collectivité allaient être utilisés pour aller à la plage le week-end. Voilà, visuellement, ça leur posait un peu de problème. Donc on a trouvé des parades assez facilement. C'est vrai que le flocage des véhicules en indiquant j'autopartage avec la ville de Saint-Nazaire, ça règle le problème très vite, voire ça fait de la pub pour la collectivité. Et, euh, et donc, dans le cadre de cet accompagnement qu'on a eu avec la ville de Saint-Nazaire, ils ont contractualisé avec MTG. Euh, Louis, je te laisse expliquer derrière la mise en place du contrat. Oui, bien sûr. Alors du coup, effectivement, en fait, on a répondu à un marché public en fin 2018, nous. Euh, il faut savoir que Saint-Nazaire se posait pas mal de questions, comme le disait Guillaume, sur la mutualisation de la flotte. Ils avaient entamé ce processus dès 2013. Donc ils avaient créé un pool expérimental entre différents services. Ils avaient ensuite mis en place des boîtes à clés numériques, enfin des boîtes à clés sécurisées pour créer un parcours un peu plus autonome, etc. Et en fait, ils se sont intéressés dès 2017 à la télématique pour avoir plus de quantification et pour accélérer sur cette mutualisation et ce verdissement de la flotte. Donc on a été retenu fin 2018 et le service est lancé officiellement en février 2019. Donc ça va faire 2 ans pratiquement qu'on travaille avec eux aujourd'hui. Euh, donc il faut savoir aujourd'hui, là comme c'est noté, il y a 34 véhicules en poule à l'hôtel de ville, mais sur les 4 sites, on en est à 69 véhicules aujourd'hui, avec à peu près un quart de véhicules électriques. Et depuis 2013, du coup, depuis cette réflexion de mutualisation de la flotte, et suite à l'intégration de notre solution en 2019, la flotte aujourd'hui a été réduite de 15%. Donc il y a eu moins de renouvellement d'achat de véhicules, etc. Donc c'était des résultats vraiment positifs. Et il y avait une autre notion aussi qui était assez importante pour Saint-Nazaire, on en parlait tout à l'heure, c'est la notion de diagnostic, de reporting statistique, de remontée. Et ils voulaient notamment un module pour mieux monitorer les pleins de carburant, que ce soit du thermique ou de la charge électrique. Donc ça aussi, on a pu travailler avec eux là-dessus. Et, euh, et du coup, il y a eu des ajouts de véhicules au fur et à mesure, au fil de l'eau. Et là, aujourd'hui, ils réfléchissent à intégrer de nouveaux véhicules en autopartage en 2021. Donc, on va les accompagner sur ce sujet-là aussi. Donc, c'est un projet qui marche assez bien, sachant qu'en fait, ils ont eu une facilité, on va dire, entre guillemets, parce qu'ils avaient déjà entamé ce travail de mutualisation depuis plusieurs années. Et donc, il y avait une vraie sensibilisation en interne à ces sujets-là. Donc voilà, ils ont été, comme je l'ai mis en petit clin d'œil, ils ont eu une récompense l'année dernière vis-à-vis de ce projet, de leur projet de mobilité, de mutualisation de flotte, avec un prix territorial. Donc voilà, donc c'est un projet qui est encore en pleine évolution, qui est assez neuf au final, et Guillaume, tu vas retravailler avec eux, donc c'est bien. C'est ça, en fait, aujourd'hui, ils enchaînent sur une approche encore plus globale chez le territoire. Parce qu'en fait, là, on démarre une étude avec eux, donc qui se fait à l'échelle de la Carène et de Cap Atlantique, donc le PCI voisine. Donc, on est vraiment sur un territoire assez large, sur une réflexion du coup sur une réflexion prospective sur la décarbonation complète de tous les véhicules publics du territoire, qui intègre du coup la flotte de véhicules de la ville de Saint-Nazaire, celle de la Carène, le pool mutualisé, la flotte de bus, les flottes de bennes ordures ménagères et quelques entreprises du territoire également potentiellement. Donc on est voilà sur une très grosse étude avec l'objectif d'identifier des pistes mutualisées pour l'avitaillement des véhicules en recharge électrique, en gaz, en hydrogène, ouais, plein de sujets qui vont être abordés. Et c'est vrai que dans ce cadre, les solutions d'autopartage viennent ajouter un pilotage intéressant. Donc voilà, je pense qu'on va finir là-dessus, comme il va être 11h10. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions avant qu'on termine la session, on y répondra avec plaisir. Dans tous les cas, moi, je pourrais vous envoyer la présentation si vous n'arrivez pas à la télécharger. Elle est disponible dans les documents à distribuer si vous le souhaitez. Et je pourrais vous envoyer le replay aussi sans souci à la suite.
d'ici demain, je peux vous envoyer ça. Alors, nous avons une question. Avec plaisir, Dominique, et avec plaisir pour échanger avec vous. Je vous envoie les documents de toute façon, et puis n'hésitez pas, on est à votre disposition. Bonne journée à vous aussi. Bah, écoutez, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions, donc on peut se quitter là. Merci beaucoup, Guillaume, en tout cas, c'était très intéressant. Merci Laura. Puis du coup, chacun, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, même extrêmement précises sur ces sujets, vous pouvez revenir vers Laura ou moi-même. Oui, puis je transférerai à Plaisir de vous. Guillaume si besoin, il n'y a aucun souci. Ok, bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée, et puis peut-être à bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup, Guillaume, bonne journée. Merci. Au revoir.